Benjamin Morel se lance sur Twitch. On nous dit ça dans le chat. Donc une petite idée. A Star is Born. Voilà. Benjamin Lucas, député des Yvelines, 8e circonscription, Exactement. c'est ça. Député NUP, NUPES, on va dire Tout à NUP. fait. Groupe écologiste. Voilà, groupe écologiste. Comment vous définissez, vous, le 49.3 ? Le 49 alinéa 3. Je ne vais pas vous surprendre, comme un outil de passage en force et comme un aveu de faiblesse aujourd'hui. En réalité, le gouvernement n'a pas confiance dans ses troupes pour assumer un débat parlementaire exigeant et sérieux jusqu'au bout. Le 49.3, c'est fait pourquoi ? Ça a été bien mieux rappelé que je ne pourrais le faire juste avant, mais notamment pour éviter, par exemple, de l'obstruction parlementaire. Or là, on est à une moyenne, je crois, d'à peu près 6 amendements par parlementaire. C'est pas grand-chose dans l'histoire. Et le budget, c'est quand même tous les domaines de la politique du pays. En plus, c'est le premier budget après les élections législatives. Donc on porte aussi un certain nombre de promesses de campagne sur beaucoup de thèmes. Là, on débat en ce moment du retour de l'ISF ou l'ISF climatique. Donc 6 amendements par parlementaire, c'est pas de l'obstruction. Il y a 26 articles. À partir de combien d'amendements on parle de... Non, mais c'est vrai, c'est pour avoir un ordre d'idée. Parce que j'ai lu pour vous dire... Par exemple, c'est si vous déposez 50 fois le même amendement, si vous faites des amendements d'écriture qui n'apportent rien au débat. Or, là, il n'y a pas un amendement, quels que soient les groupes d'ailleurs, qui n'apporte pas au débat. Là, on a en ce moment un débat très intéressant, très important sur la fiscalité. Gaspard Ganzor le disait tout à l'heure, la question du consentement à l'impôt, la question du sentiment de justice et de partage de l'effort dans les périodes de crise, c'est essentiel si on veut faire nation, si on veut faire bloc. Alors, j'avais noté au niveau des amendements, c'est le projet Arcadie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une base de données parlementaire qui relève 3417 amendements en tout. Donc, apparemment, ce chiffre n'a rien d'exceptionnel, effectivement. À la NUP, vous en avez déposé combien ? 794, j'ai noté. Je crois, oui, on est sur quelque chose de raisonnable. Et c'est moins, un tout petit peu moins, à 2 amendements près, c'est moins que la majorité qui en a déposé, 796. Vous voyez, et j'ajoute sur ma démonstration sur le 49.3. Les Républicains ont déposé 1142. Oui, bon, donc vous voyez, on est des gens très raisonnables et très sérieux. Mais je vois aussi là le 49.3. Moi, à la fin, et on citait Michel Rocard, qu'à la fin d'un processus, quand il n'y a pas de majorité, parce que le gouvernement a échoué à en trouver une, bon, ce qui est quand même un petit problème quand on a une assemblée dont les Français ont voulu qu'elle ne donne pas une majorité absolue à Emmanuel Macron, mais qu'en fin de parcours, le gouvernement dise il faut bien un budget au pays. On peut l'entendre, on peut le discuter, mais là on est à la discussion, on n'est même pas encore arrivé à l'article 4, il y en a 26, que le gouvernement nous laisse au moins aller au bout. Et ensuite, il y a un autre sujet, parce que ce 49 alinéa 3, pardon, ça veut tout et rien dire. Là, on a un vrai sujet, c'est de savoir ce que le gouvernement va garder ou pas, parce que vous l'avez dit, le gouvernement réécrit le texte à la fin. Bon. Sauf que là, on a voté des amendements, et notamment, je prends un amendement sur la taxation des superdividendes, il vient du MoDem. Donc, vous voyez, je parle même pas des amendements qui viennent de la NUPES, qui viennent des oppositions, je parle d'un amendement qui vient de la majorité, qui est voté contre l'avis du gouvernement, contre l'avis d'En Marche Renaissance, pardon, et qui est voté à une majorité de parlementaires. Il y a 577 vainqueurs dans l'hémicycle. C'est pas une élection à la proportionnelle, législative. Il y a 577 personnes qui ont gagné les élections dans leur circonscription, donc qui décident souverainement. Et on est une majorité à avoir voté cet amendement du MoDem. Or, je lis dans la presse, hein, même pas au micro, même pas dans la bouche du ministre, que cet amendement, il va sauter à la fin. C'est pas extrêmement démocratique. Qu'à la fin, on dise, il faut un budget, il y a le 49.3, à la rigueur, je peux l'entendre. Faisons un effort intellectuel et philosophique là-dessus. Mais qu'on dise, on va passer à la poubelle des amendements qui ont été votés en pleine connaissance de cause par la représentation nationale, c'est pas de nature à éclairer la démocratie. Mais honnêtement, est-ce que vous auriez pas voté contre, quoi qu'il arrive ? Est-ce que voter contre le budget, c'est pas un truc un peu banal, enfin classique, attendu quand on est dans l'opposition ? Est-ce que voter pour le budget, ça veut dire je suis avec Macron, voter contre, ça veut dire... Je pense qu'il n'y a aucun doute que de toute façon, l'opposition vote contre le budget, parce que ça a été très bien dit tout à l'heure par l'autre Benjamin. Voter le budget, c'est faire partie de la majorité. Donc ça, je pense que jamais, ni le groupe écologiste, ni les socialistes, ni la France Insoumise, ni LR, ni le RN n'auraient voté le budget. En revanche, moi, ce que je regrette, c'est qu'en France, on n'ait pas ce système un peu constructif qui permet aussi de prendre des amendements qui viennent de l'opposition ou alors d'une partie de la majorité, comme cet amendement qui a été cité à l'instant sur la taxation des super-profits, parce que ça serait montrer qu'on a une démocratie un peu Et je veux dire, il y a une donnée politique nouvelle. En juin dernier, alors ça bouleverse la façon dont on a
dont on conçoit tous la Ve République et le Parlement. Le 19 juin dernier, les Français ont décidé souverainement de donner une majorité à personne, en réalité. Emmanuel Macron a une majorité présidentielle qui est relative. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas plus pour nous. Je ne vais pas prétendre qu'il y a une majorité alternative à celle-ci. Moi, je ne souhaite pas faire majorité avec les autres oppositions que sont LR ou le RN. Ça ne m'intéresse pas. Mais si on réfléchit comme ça, si le gouvernement avait pris en compte cette donnée-là, il aurait cherché non pas à nous faire adhérer à son projet politique, c'est pas mon intention, ça ne le sera jamais, et le budget détermine ça. Mais il aurait peut-être, en donnant des gages sur un certain nombre de sujets, il se serait attiré peut-être l'abstention, on le citait tout à l'heure avec Michel Rocard, l'abstention bienveillante, si je puis dire, d'un certain nombre d'oppositions. En réalité, je vais vous dire, si le gouvernement avait été un peu talentueux, on nous présentait Macron comme une espèce de génie de la politique. Bon, on a vu ce qu'il en était. C'est le premier quand même président qui, à peine réélu, n'a pas de majorité absolue, ne dispose pas de majorité absolue Mitterrand aussi. Voilà, mais ça faisait longtemps. Donc, ça faisait quelques temps. Depuis l'inversion du calendrier, ça faisait longtemps. C'est vrai. Et Mitterrand avait tardé à dissoudre d'ailleurs. L'élection arrivait plus tard. Bon, il aurait pu aller chercher, par exemple, du côté de LR, puisqu'en réalité il applique sa politique, il aurait pu aller chercher des alliés ou en tout cas négocier. Et les Français ont voulu un retour du Parlement au centre du jeu démocratique. C'est ça qu'ils nous ont dit en juin dernier avec cette composition-là. Bon, le gouvernement se comporte comme s'il avait la majorité absolue. On voit bien que ça coince. Et vous, qu'est-ce que vous reprochez à ce texte, à ce budget ? Vous êtes d'accord avec quoi ? Vous n'êtes pas d'accord avec quoi ? Parce qu'il y a quand même, il y a aussi 10 000 créations de postes de fonctionnaires, des professeurs qui seront mieux payés, plus de places pour les demandeurs d'asile, la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui va pas ? J'imagine que vous n'êtes pas... Vous avez 2 heures. Non, mais je vais essayer d'aller très vite et d'aller à l'exemple. D'abord, il faut se méfier des annonces. Vous avez le temps. Non, mais je vous prends l'exemple parce que c'est moi qui le charrie. Il se trouve que tout à l'heure, moi, j'auditionnais la ministre chargée des collectivités locales, qui nous annonçait, c'est génial, on va augmenter la dotation globale de fonctionnement. La dotation globale de fonctionnement, c'est quoi ? C'est l'argent que l'État donne aux collectivités pour qu'elles assurent leur mission. Je synthétise rapidement. Bon, on nous dit, c'est génial, ça augmente. Oui, mais il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, il y a de l'inflation. Donc, quand on augmente, par exemple, je vais schématiser à l'extrême, on augmente de 2 ou 3 points quelque chose, mais que l'augmentation elle est à 6 ou 7 points, en réalité, ça n'augmente pas. Ça baisse. Bon, donc vous voyez bien qu'il y a des choses comme ça, on voit bien que ça ne suit pas. Et je pourrais prendre l'exemple du bouclier tarifaire pour les collectivités. Il y a aujourd'hui beaucoup de collectivités qui n'y auront pas le droit et qui vont, je prenais l'exemple tout à l'heure d'une piscine dans la ville de Madame Cailleux, la ville dont elle était maire jusqu'à il y a encore quelques jours. La facture d'électricité, elle va augmenter de 700 000 € pour la piscine. Bon, donc vous voyez bien qu'une petite augmentation à la marge ne va pas couvrir ces frais-là énergétiques. Je pourrais prendre l'exemple pareil sur les fonctionnaires. Le dégel du point d'indice, un certain nombre d'augmentations de minima sociaux ne couvre pas l'inflation. Donc en réalité, en pouvoir d'achat, les gens vont y perdre. Mais un budget, c'est aussi une philosophie. Il y a des mesures très concrètes et on les combat, ou alors on en soutient quelques-unes. Il peut arriver parfois qu'on soit d'accord. Tout à l'heure, on a voté un amendement de la majorité. Ça arrive plein de fois qu'on se retrouve d'ailleurs sur des amendements, notamment proposés par la majorité, parce qu'ils nous apparaissent être conformes à ce qu'on souhaite. Mais il y a une philosophie générale. La philosophie générale, c'est celle d'Emmanuel Macron. Évidemment, moi, je l'ai combattue dans l'élection présidentielle. Donc c'est un vote contre la politique d'Emmanuel Macron. J'ai été élu par les électeurs de la 8e circonscription des Yvelines sur des engagements très clairs, et notamment le fait de m'opposer à cette politique-là et à sa philosophie. Sa philosophie, c'est quoi ? C'est qu'elle ne remet pas en cause l'inégal partage de la richesse. Je prends un exemple, nous proposons cet après-midi même de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce serait un signal de justice à nos compatriotes qui souffrent aujourd'hui de la brutalité des injustices et des inégalités. On est quand même le jour aujourd'hui, je termine par ça, la journée mondiale de refus de la misère. C'est aujourd'hui. Donc on aurait pu envoyer un signal très fort de dire aux gens, il y a de la souffrance, il y a de la misère dans le pays, c'est illusoire de croire qu'on va pouvoir la résorber demain en un clinquement de doigts, mais on va montrer l'exemple. Ceux qui gagnent le plus, ceux qui s'accaparent les richesses et les ressources vont payer un ISF, et nous on propose même qu'il soit climatique, c'est-à-dire qu'il soit lié à l'empreinte carbone des grands patrimoines. Voilà ce qui serait un symbole intéressant et qui nous permettrait de soutenir une politique demain. Petite question pour Gaspard et après je reviens vers vous. C'est parce que je suis trop long. Non, c'est très clair. Jack Blades dans le chat. Question pour Gaspard. Est-ce qu'il y a d'autres démocraties où on peut trouver ce système où le gouvernement peut accepter les amendements venant d'autres partis que de la majorité ? Alors, je veux rebondir sur cette question que je n'ai pas totalement comprise, mais dans l'ensemble, sa philosophie... Est-ce que dans d'autres démocraties, il y a du 49-3 ? Ouais, voilà. Donc, en gros, il y a plusieurs autres systèmes politiques dans lesquels, soit par des armes politiques, soit par des armes juridiques, on peut maîtriser le travail parlementaire. On peut soit le maîtriser juridiquement, ça c'est le cas de ce qui se passe en Allemagne, qui est le modèle de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. On appelle ça aussi la démocratie du chancelier, ou de la chancelière quand c'était une chancelière, la Kanzlerdémocratie, où en Allemagne, le chancelier et son gouvernement ont une grande capacité de maîtrise du travail du Bundestag. Ces instruments juridiques, en réalité, ils les utilisent
assez peu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le cadre d'une coalition gouvernementale qui réunit des partis différents et en fait tout est beaucoup négocié en amont. En Italie aussi, il y a des mécanismes juridiques qui s'apparentent ou pourraient s'apparenter à un encadrement du travail législatif, limitation du droit d'amendement. Mais c'est quand même en France qu'il y a l'argument, le 49.3, c'est-à-dire vraiment le vote, l'adoption d'un texte sans vote, ça c'est assez unique. Après, il y a d'autres pays dans lesquels, de toute façon, le fait majoritaire est tellement puissant, c'est-à-dire avec de telles majorités, qu'en réalité, les choses sont données avant. Mais je rebondis sur un point de ce qui vient d'être dit tout à l'heure par Benjamin. En fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le budget, se révèle vraiment la clé de ce que c'est une politique. Et la clé, on la voit, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je le dis de façon différente, à travers la question fiscale. Qui on fait payer pour financer des politiques publiques ? Quelles que soient ces politiques publiques, l'éducation, la recherche, etc. On peut toujours discuter de l'allocation, mais finalement, globalement, les gens sont plutôt généralement pour dépenser plus d'argent. Je suis désolé de le dire, mais bon, voilà. En tout cas, c'est tu quand même penses à la taxation des superdividendes, entre autres. C'est ça que tu dis, il y a des points comme ça. En gros, la question, est-ce que tu taxes le capital ou est-ce que tu taxes plutôt le travail ? Il est évident. Emmanuel Macron ne s'est jamais caché. On peut le critiquer sur beaucoup de points, mais il y a une ligne de cohérence depuis 2017, c'est qu'il a baissé la fiscalité des entreprises et du capital. Et ce faisant, il a parfois augmenté celle du travail, ou en tout cas les taxes indirectes. Et il a toujours refusé de revenir sur ses engagements de baisser la fiscalité des entreprises et du capital. Et donc, en cela, il y a une vraie divergence politique avec les députés de gauche au sens large. Et Benjamin Lucas, ce qu'on peut se demander, c'est, on se dit, bon, en tant que député, NUP, etc., quand on voit, honnêtement, est-ce que quand on voit l'exécutif commencer à brandir le 49 alinéa 3, est-ce qu'on se dit pas... Bon, bah cool, du coup, nous, on va pouvoir arriver derrière. Non, mais franchement, un peu en mode, voilà, sans langue de bois, est-ce qu'on voit ça comme aussi une opportunité ? Non, mais là, d'affirmer certaines choses, de montrer qu'il y a une cohésion aussi. Moi, je pense que la bataille des idées, de renverser. La bataille des idées, elle est importante parce qu'il y a des concitoyens qui ne sont pas convaincus et que ce qu'on dit au Parlement, bien sûr, ça doit avoir un impact à l'extérieur. La République, elle s'est construite par de grands débats parlementaires. Je pourrais citer le débat sur la laïcité, je pourrais citer le débat sur l'abolition de la peine de mort, je pourrais citer plein de grands débats, mais y compris aussi sur les questions de justice fiscale et de justice sociale. Les débats que nous avons à l'Assemblée nationale sont nobles, quelle que soit leur finalité, même quand on les perd. Et d'ailleurs, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'arriver à un moment de l'histoire où il n'y a pas de majorité au Parlement. Et où donc, quand on rentre dans l'hémicycle, il y a une petite chance qu'on gagne sur nos amendements. Ce qui n'était pas le cas de celles et ceux qui étaient députés de gauche dans le quinquennat précédent, qui étaient sûrs de perdre à chaque fois. C'est mon premier mandat. Et pourtant, ils montaient à la tribune et ils défendaient avec ferveur leurs arguments. Et je pourrais citer pareillement des députés de droite. On peut avoir plein d'exemples sous le quinquennat de François Hollande, sous les quinquennats précédents, quels que soient les camps auxquels on appartenait, même quand on était sûr de perdre, on défendait ses convictions. Parce que les gens qui vous ont élu pour que vous défendiez ces convictions. Je rappelle que par ailleurs, il n'y a pas de mandat impératif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger un député à porter autre chose que ce qu'il pense en son âme et conscience, si je puis dire. Mais après, c'est vrai que là, dans le cas précis, il y a peut-être un peu de théâtre dû au fait que le gouvernement nous dit à la fin, de toute façon, on prendra ce qu'on voudra dans vos amendements. Mais malgré ça, d'abord, moi, je suis un éternel optimiste. Je pense que la politique est faite de rapports de force. On essaye de le construire par ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Il y a aussi la démocratie, c'est toujours les institutions, c'est aussi le mouvement social, ce qui se passe dans la rue. On s'est mobilisé hier avec des dizaines de milliers de personnes dans une grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Il y a des mouvements sociaux demain. Donc j'ai finalement un optimisme de la volonté, dirait Gramsci. Ou Léon Blum disait « je le crois parce que je l'espère ». Donc moi, je veux croire que le gouvernement, à la fin, sera raisonnable, renoncera à faire un toilettage de la loi qui méconnaisse des majorités qui sont créées, encore une fois, je disais, parfois avec des propres membres de sa majorité. L'histoire des superdividendes quand même qu'on veut taxer, qui est un amendement en réalité très raisonnable, qui est beaucoup Bruno Le Maire a annoncé qu'il ne garderait pas les amendements du MoDem sur la taxation des superdividendes. Mais je vais vous dire à qui ça va poser problème. C'est un amendement qui est largement en dessous de ce que nous on aurait proposé. Nous on le vote parce qu'on se dit il y a un petit pas, il y a un premier pas, on prend. Il a été voté, je crois, par 19 députés du groupe Renaissance. Il y a le MoDem qui l'a voté, il y a, je crois, quelques horizons, mais il y a 19 députés, dont le président de la commission à laquelle j'appartiens, la commission des lois, et donc des membres éminents de la majorité, qui ont voté cet amendement. Ça veut dire quand même quelque chose, y compris à l'intérieur de la majorité.
Que Bruno Le Maire n'ait pas envie d'écouter ce que je raconte, moi, député de la NUPES, je peux l'entendre et je peux le comprendre, à la rigueur. Bon, je combats sa politique, évidemment, il n'est pas enclin à ouvrir la discussion malgré les effets d'annonce qu'on a pu avoir avec les fameux dialogues de Bercy. Mais qu'il n'entende même pas que dans sa majorité, il y a des gens qui lui disent quand même, envoyer un signal de justice fiscale en ce moment, ça peut être nécessaire. À mon avis, il prend des risques aussi vis-à-vis de sa majorité. Gaspard, quand on est dans l'opposition, comme Benjamin Lucas par exemple, quand on connaît le contexte social, marche contre la vie chère, inflation, pénurie de carburant, grève chez Total, le 49.3, c'est aussi l'ingrédient supplémentaire qui va faire prendre un peu le... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la météo sociale en tout cas la généalogie des mouvements sociaux qui conduisent à établir un rapport de force, comme le disait Benjamin Lucas à l'instant dans le pays. C'est pas une science exacte. On vous compare à Eminem dans le chat parce que vous parlez vite. Désolé, c'est la fatigue des séances de nuit. Je vais parler beaucoup plus lentement. Je me devais de faire remonter ce... Il y a pire comme comparaison. Oui, c'est plutôt sympathique. Ouais. Et c'était son anniversaire d'ailleurs, hier ou avant-hier, je crois. Oui, 50 ans. Voilà. Mais donc... Je suis plus jeune quand même. Largement. Oui, pardon. Donc, c'est pas une science exacte. Mais on sent que là, en ce moment, il y a quand même une convergence de signaux. Un mouvement social lancé par la CGT dans une branche particulière qui est celle du pétrole des raffineries. Un mouvement qui a quand même été assez suivi hier, une manif en tout cas organisée par la gauche, la NUPES, et puis ce blocage parlementaire. Ça commence à faire beaucoup pour le gouvernement et pour le président de la République. Surtout que tout ça, et c'est bien malheureux, et ça c'est vraiment triste, se déploie dans un contexte de récession économique, parce qu'on ne sait pas encore officiellement d'un point de vue statistique, mais dans le dernier trimestre de l'année 2022, on est probablement entré déjà en récession, c'est-à-dire que la croissance est négative. Notre richesse globale nationale est en train de se perdre, et évidemment c'est une très mauvaise nouvelle. Donc ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles en même temps. C'est pour ça que je pense que, pour aussi avoir de l'optimisme peut-être, je pense que le gouvernement va être obligé d'une manière ou d'une autre de porter des encoches à sa propre politique, notamment dans le domaine fiscal ou autre, parce que sinon il va vraiment être très coincé et l'élastique politique peut se casser. En plus, il y a eu cette menace de la dissolution en cas de motion de censure contre le gouvernement. Donc ça fait un peu beaucoup, menace de dissolution, 49-alinéa 3. Je vais me mettre un peu plus dans la position du prof à Sciences Po. Je veux dire que c'est totalement logique. C'est-à-dire que, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand il y a la seule motion de censure qui est allée au bout, donc c'est en 62, immédiatement derrière, le général de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Il est certain qu'Emmanuel Macron ferait la même chose. Parce qu'en réalité, il ne peut pas présider le pays avec un Parlement qui ne serait pas à sa main. Donc il faudrait revenir devant les urnes, et c'est même assez souhaitable d'un point de vue démocratique. S'il y a un blocage parlementaire et le gouvernement est renversé, à un moment, il faut redonner la parole aux Français et que les Français se prononcent. Et puis finalement, personne ne doit en avoir peur de cette menace. Vous voyez ce que je veux dire, c'est les députés, ceux qui auront fait leur boulot dans l'hémicycle et qui ont un ancrage dans leur circonscription, ils gagneront, parce que comme l'a dit Benjamin Lucas tout à l'heure, il y a 177 vainqueurs et perdants, et bien plus d'ailleurs, plus de perdants. Et Benjamin Lucas, après le 49 alinéa 3, il y aura quoi? Motion de censure? Bien sûr, il y aura une motion de censure, je vais le dire plus doucement. Une motion de censure de la NUPES, évidemment. On note que c'est la seule réaction d'ailleurs. Vous parlez vite, mais distinctement. C'est gentil. On nous dit. C'est gentil. Voilà. Comme un flot de rappeurs éliminés. C'est gentil. Oui, non, mais par ailleurs, nous n'avons pas le choix en réalité. Quand il y a un 49.3, il est logique qu'il y ait une motion de censure parce que c'est le seul moyen de se prononcer sur le texte sur lequel il y a un 49 alinéa 3. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de montrer que nous sommes fidèles à la promesse que nous avons tenue à nos électrices et à nos électeurs. Et de ce point de vue-là, moi je le dis, pareil, sur l'histoire de la dissolution, quand on est démocrate, on n'a pas peur du vote. On peut le gagner, on peut le perdre. Et on sait les conséquences de nos actes quand on dépose une motion de censure. Moi, je suis extrêmement serein vis-à-vis de cela. Je ne suis pas certain qu'elle sera votée parce qu'il n'y a pas de majorité pour Emmanuel Macron, mais il n'y a pas de majorité alternative dans le Parlement. Moi, je ne voterai pas, par exemple, je ne voterai jamais une motion de censure déposée par le Rassemblement national. Parce qu'une motion de censure, c'est pas simplement... Mais de la même façon, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une vraie question. C'est pas une question faussement naïve, c'est une question que je me posais en vous écoutant. Je me la suis posée, mais je vais vous dire l'état de ma réflexion sur le sujet. Une motion de censure, en réalité, c'est quoi? C'est pas simplement le fait de dire je ne suis pas d'accord, je veux faire tomber le gouvernement. C'est un texte qui explique pourquoi on n'est pas d'accord. Or, les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec ce budget, on peut, vous savez,
pour ou contre, c'est binaire. On est pour ou on est contre. Mais on peut être, je vais prendre l'exemple, moi j'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je l'ai fait contre Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire que j'ai adhéré au programme d'Emmanuel Macron, mais j'avais 2 bulletins de vote à disposition, Macron-Le Pen. Donc j'ai voté pour celui qui m'empêchait d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Quand vous êtes pour ou contre un budget, il s'avère que vous votez contre et que le RN vote contre également et que LR vote contre. Mais LR vote contre au nom d'un argument qui est qu'il n'est pas assez à leur goût austéritaire, qu'il ne fait pas assez de coupes dans les dépenses publiques. Moi, je crois au contraire qu'il n'assume pas assez une volonté de dépenses, d'investissement pour lutter contre le réchauffement climatique, pour la justice sociale. Donc, je ne me vois pas voter un texte posé par LR qui dirait l'inverse de ce que je pense. Il faut quand même être un peu cohérent avec soi-même. La fin ne justifie pas les moyens. Est-ce que c'est Tite Enclume qui demande, est-ce que Emmanuel Macron ne peut pas ressortir justement avec une plus grande majorité ? Si jamais il y a... Franchement, là, c'est impossible de le savoir. Enfin, vraiment, sauf si Benjamin sait. Mais honnêtement, c'est impossible de savoir parce qu'on ne sait pas quelles seraient les circonstances de la dissolution, ni son moment, encore moins quelle serait la dynamique politique. Ce qui est triste à dire, j'imagine que Benjamin ne sera pas d'accord avec moi, mais il y a des fondamentaux en politique, des tendances longues qui font évidemment les forces politiques, mais il y a aussi beaucoup d'effets de circonstances. On l'a vu au moment des élections présidentielles. Bon, il n'y a pas vraiment eu de campagne présidentielle parce que tout le monde était écrasé par le conflit en Ukraine. S'il devait y avoir des élections législatives dans 3 mois ou dans 6 mois, ça serait dans quel contexte économique, géopolitique ? J'en ai absolument aucune idée. Donc c'est pour ça que c'est quand même un pari risqué pour tout le monde. C'est un acte politique, la motion de censure, on nous dit dans le chat. C'est sûr. Et j'ajoute sur l'hypothèse d'une dissolution qu'il y a un facteur aussi à prendre en compte, c'est que depuis l'entre-deux tours des élections législatives précédentes, enfin, depuis celle-ci, les dernières en date, si je puis dire, et depuis quelques mois à l'Assemblée nationale, on assiste à un travail de banalisation, de légitimité offerte au Rassemblement national qui m'inquiète beaucoup. On est en train d'expliquer à beaucoup d'électeurs des deux bords d'ailleurs que finalement, les adversaires dans le camp républicain sont à équidistance du Rassemblement national. Vous savez, ce discours sur les extrêmes ou autres. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est ça qui m'inquiète. Moi, garder ou perdre mon siège, c'est la démocratie. Si les électeurs décident dans ma circonscription de me remplacer par quelqu'un de la majorité présidentielle, c'est leur droit. Quand même. Oui, mais on voit qu'ils sont encore plus renforcés. Je trouve qu'il y a là une complicité d'Emmanuel Macron, une complicité de la présidente de l'Assemblée nationale quand elle nous refuse le droit de qualifier de xénophobe un parti qui a quand même une histoire et une idéologie. On voit bien que là, il y a une dérive qui, à mon avis, me fait dire qu'on prend un risque pour la démocratie à renforcer, à banaliser sans cesse ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Est-ce que vous seriez, vous, pour supprimer le 49 alinéa 3 ? Oui, moi je suis partisan de... Ou est-ce que ça arrange un peu l'opposition que ça existe ? Non, moi je suis partisan de transformer nos institutions pour qu'elles soient plus démocratiques. Donc le supprimer ? Donc le supprimer. Comme de la même Manuel façon, Valls. Je souhaite également supprimer le pouvoir de dissolution du président de la République sur l'Assemblée nationale. Moi je crois qu'on doit devenir une démocratie adulte. La Ve République, souvenons-nous quand même, elle a été construite dans quel contexte ? Dans une forme de, Mitterrand le disait, de coup d'État en 58. Et on ne peut pas dire que Mitterrand soit un radical. Donc je prends là un exemple qui montre toute la gravité de la situation dans laquelle on est, nos institutions, qui a été construite sur une forme de coup d'État, une constitution qui, à bien des égards, pêche par une absence de démocratie sur certains fondamentaux. Je ne dis pas que nous ne sommes pas en démocratie, loin de moi cette idée. La preuve, on manifestait hier très librement dans les rues de Paris. Mais je crois qu'on doit transformer nos institutions. On parlait tout à l'heure du modèle allemand. Il y a quelque chose de fascinant en Allemagne. C'est que pendant des mois, on négociait un contrat de gouvernement. Oui, je propose de supprimer le 49.3, de supprimer le pouvoir de dissolution du président de la République, et je suis même pour qu'il y ait encore plus de pouvoir au gouvernement et au Parlement, qui est l'émanation de toutes les opinions dans le pays. Et si jamais vous êtes... Alors, pardon, j'explique juste au chat, quand je faisais référence à Manuel Valls, c'est parce que lui aussi avait proposé, après l'avoir utilisé à 6 reprises, il avait proposé en 2016 de supprimer... Comme quoi, il a de l'humour, Manuel Valls, on le dit assez peu. Mais donc, vous voulez le supprimer, et si jamais un jour vous êtes au pouvoir... Mais nous ferons, et c'est ce que nous avons proposé dans les différentes campagnes électorales récemment, ça pourrait une vous servir. Une 6e République. Moi, je souhaite qu'on puisse avoir une démocratie adulte dans laquelle on débat. Et Gaspard Ganzer le disait tout à l'heure, on a aussi une culture où le compromis est difficile. Moi, je suis extrêmement radical sur un certain nombre de positions. Mais je prends l'exemple allemand. En Allemagne, une fois que les élections sont passées, vous avez des semaines et des semaines pendant lesquelles les partis qui vont gouverner ensemble discutent d'un contrat de gouvernement. Ils le font dans la transparence, devant les électeurs. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder là-dedans, puisqu'après, la politique qui est menée, elle vient de plusieurs orientations politiques, mais qui trouvent des compromis. Mais des compromis dans la transparence. Pas par le fait du prince, pas par le caprice du prince, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre 5e République, où finalement on croit qu'un individu tout seul, par la grâce de l'élection présidentielle, l'emporte. Or, les dernières élections présidentielles, elles ont montré quoi ? Qu'on élit aujourd'hui des présidents
président par défaut. François Hollande a été élu parce que les Français n'en pouvaient plus de Nicolas Sarkozy. Il le disait lui-même d'ailleurs. Emmanuel Macron a été élu parce que affaire Fillon, parce que épuisement de la gauche sous le quinquennat Hollande, et il a été réélu finalement par défaut face à Marine Le Pen, puisque des millions de Français comme moi n'avaient pas envie d'Emmanuel Macron, mais ne veulent pas abandonner la République à l'extrême droite. Donc il y a une forme d'épuisement démocratique. Il faut donc repenser les règles du jeu, il faut repenser la façon dont on fait vivre notre démocratie avec les citoyens dans notre pays. Je vais me permettre de taquiner Benjamin pour la fin de l'émission, parce qu'il fait Pas l'éloge du compromis. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas de compromis avec LR pour faire une motion de censure ? Mais parce que nous avons des visions du budget. C'était la question que me suggérait Sébastien, qui est rédacteur en chef. On fait des compromis avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc avec la droite, concrètement. Demandez à LR. Mais si, je prends un exemple, tiens. Sur le refus de la privatisation d'aéroports de Paris, on a mené la bataille ensemble avec les Républicains, parce qu'on avait une conception de l'État. Possible. Bien sûr, sur des grandes causes. Mais je prends, dans les grandes crises, le Conseil national de la résistance, c'est quoi si ce n'est un compromis ? Mais moi, je veux faire des compromis sur la base de choses qui me paraissent fondamentales pour le pays. Donc, sur des grandes questions comme celle-ci, je pense que le compromis est possible. Et je vais vous dire, j'espère même qu'il est possible. Quand on refuse la privatisation de fleurons nationaux comme Aéroport de Paris, heureusement qu'il a été possible. Je pourrais prendre d'autres exemples comme ça. J'espère que quand il faudra défendre nos retraites, on trouvera des compromis là aussi, j'en doute, avec les Républicains. Oui, ça c'est sûr. mais merci Benjamin Lucas. Gaspard, le mot de la fin. Carrément, le mot de la fin. Moi, j'ai pas été comparé à Eminem, mais je suis quand même très content. Ça viendra avec l'âge, peut-être quand j'aurai les 50 ans. J'étais très content de cet échange sur cette question qui peut sembler un peu technique, mais qui est très politique en fait. Ouais, bravo à vous d'avoir organisé ce débat. Merci. Merci Benjamin Lucas, merci Benjamin Morel qui est toujours là, je crois. Non, je ne sais plus. Merci Gaspard. Merci le chat. Vous avez été en forme ce soir. Plein de questions, plein de commentaires. Évidemment, j'ai pas pu tout faire remonter.